Merci de nous recevoir, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président, députés, membres de la Commission des finances publiques. Mesdames et Messieurs, les membres du SPGQ affectés à la bonne marche de cette commission et des travaux parlementaires en général, bonsoir. Je suis Guillaume Bouvrette, président du SPGQ. J'ai la lourde tâche de vous divertir pour une dizaine de minutes à cette heure tardive. Je suis accompagné de M. Martin Trudel, troisième vice-président chez nous, mais également à la base, Martin est analyste en technologie de l'information au sein du gouvernement, œuvré dans divers ministères. Je suis accompagné également de M. Marc Dean, à ma gauche, conseiller à la recherche, et de M. Jean-François Landry, conseiller politique. Le SPGQ, comme vous le savez certainement, est le plus grand syndicat de personnel professionnel du Québec. On représente plus de 35 000 spécialistes œuvrant au sein des différents ministères et organismes de l'État québécois et notamment des professionnels au ministère de la cybersécurité et du numérique. Alors, ces experts, ils proviennent de divers domaines des technologies de l'information et des communications, les TIC, auxquels je référais comme TI au cours de cette allocution pour que ce soit plus agréable à l'oreille. Ces personnes-là, elles jouent évidemment un rôle crucial dans le déploiement des systèmes informatiques de l'État et ce sont leurs préoccupations et solutions que nous vous soumettons aujourd'hui. Ils et elles ont à cœur les services publics, souhaitent que leur expertise soit mise à profit pour les citoyens et citoyennes du Québec. Sachez que le mémoire que l'on vous présente ce soir, c'est le fruit d'un travail de groupe de délégués du SPGQ de différentes spécialités en TI, travaillant dans les ministères et organismes du gouvernement, dont le MCN. Alors, en plus d'exposer notre position sur le projet de loi numéro 82, on dresse un état des lieux assez complet des enjeux en TI au gouvernement. Et évidemment, en plus de répondre à vos questions à la suite de cette allocution, on sera ouvert à poursuivre les échanges en d'autres lieux si les membres de cette commission souhaitaient obtenir plus d'informations. Le projet de loi numéro 82, vous le savez déjà, là, mais je le rappelle, il confie au ministère, au MCN, de la responsabilité de la gouvernance et de la gestion centralisée de l'identité numérique nationale, en plus de certains nouveaux pouvoirs. Globalement, vous serez heureux d'apprendre que le SPGQ est favorable aux objectifs du projet de loi 82, mais nous estimons important de sensibiliser les parlementaires aux facteurs clés de réussite qui posent un risque important pour le gouvernement s'ils ne sont pas abordés sérieusement. Ils sont de trois ordres. Le premier, c'est la dépendance du gouvernement vers la sous-traitance en technologie de l'information. Le deuxième, la nécessité de moderniser la classification des emplois des professionnels en TI et les conditions de travail de ceux-ci pour attirer et retenir les talents. Et finalement, l'importance d'embaucher des ressources internes pour combler les postes vacants et de renforcer et maintenir l'expertise à l'interne. Il s'agit pour nous d'incontournables qui doivent être au cœur de l'action gouvernementale pour s'assurer que le PL 82 ne soit pas que des intentions, mais qu'il se réalise. D'abord, sur la dépendance à la sous-traitance, on constate depuis plusieurs années que c'est un recours important, voire excessif à celle-ci en TI et que ça expose le gouvernement à des risques. On n'est évidemment pas les seuls à le dire. À plusieurs reprises, le vérificateur général du Québec s'est inquiété de ce recours important-là du gouvernement aux ressources externes et particulièrement dans des fonctions stratégiques de TI. Ce recours fréquent-là, il est parfois nécessaire pour combler les besoins parce qu'on n'arrive pas à combler les postes, mais il expose le gouvernement à des risques liés à l'intégrité du processus de gestion contractuelle. Les dernières données disponibles sont pour 2022. Elles démontrent une augmentation sensible du nombre de ressources externes dans les secteurs publics et parapublics. Et c'est aussi ce que nos membres remarquent sur le terrain. Alors que le gouvernement a mis en place un gel d'embauche généralisé dans les derniers mois, on constate qu'il y a quand même toujours du budget pour des contrats en sous-traitance. Mais du même souffle, il y a des employés occasionnels en TI qu'on mettra à pied si ce n'est pas déjà fait, alors qu'on peine à combler des postes qui sont vacants dans plusieurs secteurs d'expertise. Ça, c'est important de le garder en tête et d'être cohérent dans nos actions. Maintenant, on a sondé aussi nos membres assez récemment, en 2023, sur la sous-traitance. Et les constats qu'on a faits à ce moment-là, appuyés de données probantes, ils sont toujours d'actualité. D'abord, c'est que la sous-traitance, sans surprise, elle est coûteuse. C'est au minimum 2 fois plus cher, que des étapes névralgiques devraient être gardées à l'interne pour diminuer les risques de conflit d'intérêts et que le transfert d'expertise est un enjeu. Quand on sous-traite, les travaux sont réalisés, mais l'expertise, elle ne demeure pas chez les gens qui restent. Évidemment, on comprend que les difficultés de recrutement ont souvent incité le gouvernement et continueront à le faire. Inciter le gouvernement, dis-je, à faire appel à des consultants parce qu'on se retrouve devant un non-choix.
Nous sommes préoccupés par les répercussions financières et la capacité du gouvernement à réaliser ses objectifs en raison de sa dépendance aux firmes privées qui sont responsables de la création de systèmes informatiques. Évidemment, une des solutions qu'on propose, c'est le recours aux logiciels libres. L'interopérabilité du système ainsi que la programmation par des ressources internes, ça éviterait des situations problématiques. Le gouvernement se trouve dépendant actuellement de systèmes d'exploitation, notamment de Microsoft, le rendant vulnérable à des pannes majeures qui affecteraient l'ensemble des activités gouvernementales. On craint que le projet d'identité numérique nationale fasse trop de place au secteur privé et que les données confiées dans le cadre de ce projet-là, on le rappelle, elles sont extrêmement sensibles. Le projet de loi numéro 82, il donne la possibilité au gouvernement de faire affaire avec des entreprises nationales, internationales pour le développement de l'identité numérique. Et plusieurs risques sont à mentionner, notamment l'absence de connaissance des missions des ministères organismes par les consultants, que nos professionnels, les servants publics, c'est le civil servant qui est utilisé en anglais, bien, ces gens-là sont au service de, bien, ils ont à cœur la mission des organisations, des ministères dans lesquels ils œuvrent. C'est quelque chose qui ressort très fort chez nous. Une autre difficulté, c'est de faire respecter la Charte de la langue française avec des firmes étrangères et, évidemment, d'assurer la sécurité des données qui sont sous-traitées. Un des facteurs de réussite qu'on identifie pour le PL 82, c'est de se concentrer d'abord sur des organismes publics qui gèrent beaucoup de données personnelles, mais qui ont, de l'autre côté, très peu de moyens en TI. On donne par exemple les centres de services scolaires là, dans notre mémoire, qui gèrent une masse d'informations et qui pourraient voir rapidement la valeur ajoutée de la contribution du ministère si on vient les appuyer de ce côté-là. Maintenant, sur le deuxième volet, sur la modernisation de la classification des emplois en TI au gouvernement, je ne vous apprendrai rien en disant qu'on n'offre pas une rémunération compétitive par rapport au secteur privé. Alors, une mise à jour permettrait d'attirer et de retenir les talents nécessaires pour mener à bien les projets technologiques gouvernementaux. Cet écart-là, il est important entre le gouvernement du Québec et les autres administrations publiques et, évidemment, avec le secteur privé. Ça crée un cercle vicieux où on n'arrive pas à doter certaines catégories de postes. On est forcé d'avoir recours à la sous-traitance qui coûte plus cher et on a moins d'enveloppe budgétaire qui pourrait servir à bonifier la rémunération des employés directement du gouvernement. Alors, il y a lieu de renverser cette tendance-là. Si le gouvernement revoit sa classification, mais ça l'amènerait à être plus concurrentiel, d'être en mesure d'embaucher de nouvelles ressources. Le nombre de postes vacants, je prends les données 2022 encore une fois, là, il a signé entre 7,8 et 16,3 % selon les secteurs en technologie de l'information, c'est marqué. Les équipes internes qualifiées maîtrisant la mission gouvernementale assuraient le succès des nouvelles responsabilités dévolues au MCN dans le PL 82. Le gouvernement, on le croit, doit mettre les ressources humaines et financières nécessaires à la disposition du MCN pour assurer sa réussite et la cybersécurité du projet. Maintenant, on est préoccupé également par l'ouverture qui est faite sur l'utilisation de données biométriques. On le souligne avec plus de détails dans notre mémoire et évidemment le risque que ça pose dans le cas d'une brèche de données. Nos données biométriques, on ne peut pas les modifier par la suite comme on le fait avec un mot de passe. Elles sont uniques, elles nous appartiennent et voilà. Les experts en TI, nos membres qu'on a consultés, sont non seulement à même de conseiller le gouvernement dans l'élaboration du projet, mais devraient en être les maîtres d'œuvre. En conclusion, ce qu'on soutient globalement, c'est que les objectifs du projet de loi, on les souscrit, mais on appelle à une mise en œuvre prudente et réfléchie. Le MCN, on le rappelle, est l'héritier d'une volonté gouvernementale de longue date de centraliser l'expertise en technologie de l'information et des communications. Là. Mon collègue Martin a connu le Centre de services partagés, Infrastructure Technologie Québec, etc. Notre constat, c'est que les moyens financiers n'ont jamais été au rendez-vous pour assurer le succès. Alors, la capacité de réaliser, d'atteindre les objectifs du PL 82 pour le ministre dépendra des moyens que le gouvernement osera y mettre. L'actualité récente et les soubresauts de la géopolitique mondiale, notamment au sud de la frontière, nous appellent à une grande prudence face à la place prépondérante des entreprises du numérique et des géants de celles-ci. On vous soumet que les prestations électroniques de services devraient rester entièrement sur le territoire du Québec. Finalement, je souligne l'importance d'assurer qu'on donne le choix aux citoyens d'accéder à nos services numériques. Les gens qui en ont le plus besoin sont souvent les plus vulnérables de la société, ont accès à ce filet social, il me reste 20 secondes, je conclus, et doivent pouvoir avoir accès à ceux-ci. Et voilà. Donc, bien que
on souligne que ce soit une réussite. Nos 3 recommandations demeurent à l'effet de réduire la dépendance à la sous-traitance, moderniser la classification des emplois et renforcer l'expertise interne. Je vous remercie de votre attention. C'est moi qui vous remercie, M. Bourvet, pour le respect intégral de votre temps. Alors, M. le ministre, à vous la parole. Merci, M. le Président. Là, M. Bourvet, je vous avoue que vous m'embêtez sérieusement. Vous comprendrez que vous et moi n'aurons pas ici une discussion sur la classification des emplois, ce qui relève du Conseil du Trésor. Sur la question salariale qui relève du Conseil du Trésor. Donc, je vais vous amener sur l'objet du projet de loi à proprement parler. Et là-dessus, je comprends que je vais me sortir un peu du mémoire que vous nous avez déposé, mais parce que, essentiellement, vous avez commencé en disant, bien, nous sommes favorables au projet de loi 82 et j'aimerais vous entendre pourquoi vous êtes favorable. Qu'est-ce que vous voyez là-dedans avec lequel vous êtes en accord et sur lesquels, éventuellement, on pourrait échanger? Je vais passer la balle à mon collègue là-dessus, mais d'abord, M. le ministre, je comprends que sur la classification, c'est pas ici qu'on l'aura. Pour la gouverne des membres de la commission, sachez que la classe d'emploi des analystes en informatique au sein du gouvernement du Québec est mélangée depuis très longtemps avec des analystes en procédés administratifs. Alors, c'est un petit peu des classes d'emploi fourre-tout qui causent des enjeux. Je comprends que c'est pas ici qu'on l'aura. Tant je ne qualifie pas votre revendication. Là. Vous comprendrez que c'était pas du tout. Là, je ne veux pas ni légitimer ni illégitimer votre revendication. Je dis simplement que c'est pas avec moi que vous allez pouvoir discuter ça. Des alliés pour vous donner les outils nécessaires à la réalisation des objectifs. Merci. Maintenant, Martin, je te passe la parole. Bien, en effet, on voit un avantage à avoir un nouveau système d'authentification, entre autres parce que là, on a un qui existe présentement, là, qui est ClickSecure, là, qui est utilisé déjà pour certains ministères organismes. C'est un système qu'on peut considérer comme un désuet ou presque. Là. Donc, ce nouveau système-là va amener un nouveau système plus à jour et en même temps va faire en sorte qu'on va avoir un système plus uni. Puis en même temps, bien, ce que j'en comprends du projet de loi, c'est qu'on va avoir un seul endroit où on va avoir à s'authentifier pour avoir accédé à toutes les données du gouvernement et non à différents sites selon les besoins qu'on a. Donc, ça pourrait être un avantage qu'on verrait. Vous avez abordé, M. Bouvret, la question de la biométrie. Puis je profite justement qu'on ait un analyste avec nous. Puis je comprends les craintes qui ont été exprimées, mais dans la classification des niveaux de confiance qu'un système d'authentification peut apporter, le système actuel, le service d'authentification gouvernementale, nous amène à un niveau 2 sur une échelle de 5. Et on sait maintenant que si on veut amener ça au niveau 3, donc avoir un très haut niveau de confiance, l'élément biométrique est un élément à inclure pour atteindre ces niveaux-là. Et je pense à certains types de transactions, Revenu Québec notamment, qui pourraient requérir ce niveau-là. Donc, dans ce contexte-là, est-ce que l'utilisation de la biométrie pourrait se justifier? Et si oui, quelles seraient vos recommandations parce que je comprends les craintes par rapport à ça, mais quelles seraient vos recommandations pour qu'on puisse l'utiliser à ces fins-là, mais à ces seules fins-là? Bien, moi, tout ce que je peux voir, c'est que la biométrie, je comprends que ça peut être, comme on a déjà avec nos appareils personnels, là, une option. Je pense que ça devrait rester une option. On pense que ça devrait rester une option. Une obligation, ça peut être difficile. Je ne sais pas si au niveau de la vie privée, ça peut être possible d'amener la biométrie comme une obligation. Mais l'enjeu, surtout, c'est de protéger ces données de biométrie-là. S'assurer que ça soit hébergé de façon sécurisée dans des systèmes internes. Parce qu'une fois qu'on a perdu notre biométrie, mais c'est plus récupérable. On ne peut pas modifier notre biométrie. Et que ces systèmes-là demeurent sous le contrôle de la législation québécoise. Oui. Oui. Bien, en fait, puis ça, je vais y revenir, là, mais sur la biométrie, bon, on s'entend qu'on a déjà ces banques de données-là, la RAMQ, la SAAC, évidemment, le permis, la photo qu'on met sur le permis de conduire,
Ça vient de quelque part. Ça veut dire, donc, l'État a déjà constitué ces banques-là dans le respect de la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information. Donc, dans ce contexte-là, est-ce que vous ne pensez pas que c'est plutôt de nature à rassurer le citoyen de dire, écoutez, depuis des décennies, on a ces banques d'informations-là biométriques, on s'en sert pour la comparaison faciale, qui est faite de façon mécanique, évidemment, parce que c'est un individu qui va regarder la personne qui détient le document et qui va comparer. On pourrait le faire de façon automatisée par, puis vous l'avez mentionné, par les appareils dont on est les utilisateurs, comme on va le faire avec Desjardins, par exemple, comme on va le faire avec d'autres services qui l'utilisent déjà. Dans ce contexte-là, est-ce que, vous pensez que ça pourrait se justifier? Puis je veux vous rassurer, là, il n'est absolument pas question d'obliger ça, de rendre ça obligatoire. Ça, il n'y en a pas question, là. Soyons bien clairs. Et d'ailleurs, le projet de loi le dit clairement, l'identité numérique nationale, on ne pourra jamais forcer quelqu'un à se servir d'identité numérique nationale, que ce soit avec ou sans biométrie, là. Ça, je veux être bien clair là-dessus. Donc, dans ce contexte-là, est-ce que vous pensez que c'est plutôt rassurant de se dire, bon, on le fait déjà, il n'y a pas d'incident à déplorer à ce jour, je touche du bois. En fait, c'est ça, c'est de dire, bon, on le fait déjà dans l'émission des cartes d'assurance maladie, dans l'émission des permis de conduire. Puis l'élément qu'on rajoute, c'est qu'au lieu de faire de façon mécanique, ou que c'est un individu qui fait la comparaison faciale, on pourrait le faire par un système inclus dans un appareil cellulaire, par exemple. Oui, mais évidemment, dans la mesure où vous nous dites qu'il n'y a pas d'obligation et qu'on assure la sécurité de ces données-là, c'est la préoccupation principale qu'on a. Puis j'ai envie de vous dire qu'on est rassuré, M. le ministre. La différence que je peux voir par rapport aux mécaniques, c'est, puis je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté, là, on perd un permis de conduire ou quelque chose, on n'a pas les photos en banque nécessairement, il faut reprendre une photo. Donc, on reprend la photo, on l'imprime, puis après ça, il n'y a pas de conservation de la photo. Donc, si on l'utilise de façon numérique, là, ça veut dire qu'il faut conserver les millions de photos. Là-dessus, vous me permettrez peut-être une petite correction. Il y a conservation de la photo, là. La SAAC conserve les banques de photos. Puis ça, c'est important que les citoyens le sachent, là, parce que sinon, ça va amener cette perception-là que le gouvernement n'a pas ma photo. Le gouvernement a votre photo. Alors, que ce soit la RAMQ, que ce soit la SAAC. Et d'ailleurs, le projet de la SAAC, c'était justement pour faire du ménage dans sa banque de photos, là. Donc, ça, c'est important de le dire aux citoyens, là, pour pas qu'il y ait de confusion là-dessus. Donc, je vous entends sur la question de la biométrie. Éventuellement aussi, l'idée, c'est de créer un cadre légal pour l'utilisation. Puis je suis très, très content d'avoir les professionnels en face de moi parce que l'idée, c'est de développer des services numériques. Puis oui, j'entends ce que vous me dites sur le fait que nos professionnels doivent être au cœur. Et il me semble, en tout cas, c'est la volonté que j'ai, que c'est le cas. Que nos gens à l'interne soient ceux qui soient les maîtres d'œuvre. Sur le fait d'aller chercher un programmeur à l'externe, là, peut-être qu'on aura des discussions, vous et moi, mais je comprends que l'expertise, le savoir et le savoir-faire doivent être internalisés. Là-dessus, on n'aura pas de grosses discussions, vous et moi, surtout dans une perspective où, si on veut une transformation numérique réussie, ça nous prend le savoir, le savoir-faire, mais ça nous prend aussi la mémoire institutionnelle. Ça nous prend l'espèce de continuité. Et donc, l'identité numérique, dans une perspective de transformation numérique, vous voyez ça comment? Comment transformation numérique? Comment on voit la transformation numérique, vous voulez dire? Non, l'identité numérique, dans une perspective de transformation numérique. Donc, la prochaine étape, on a parlé du portefeuille d'identité numérique, on a parlé d'attestation, parce que dans le document, dans le projet de loi, on parle des attestations d'identité, par exemple, une attestation d'assurance maladie, une attestation de permis de conduire qui pourrait nous permettre d'avoir des services numériques plus étendus, des services numériques de bout en bout, et donc une transformation numérique. Donc, c'est la point d'émission dans le fond, d'une transformation numérique de l'État. Vous voyez ça comment? Bien, dans le fond, nous autres, on n'est pas d'accord. On est d'accord de la façon que c'est fait au niveau de la transformation numérique. Bien, vous faites peur, là. Hein? Non, c'est ça. On est d'accord qu'il y a de l'amélioration à faire pour la façon qu'on va s'authentifier avec nos systèmes pour accéder à nos données, etc. Et c'est souvent ce qu'on...
c'est souvent la façon que c'est fait là, qu'on peut plus... qui est à vérifier parce que, disons, tout le côté hébergement de ces données-là, de ces systèmes-là, puis aujourd'hui, là, on a parlé là, pour l'hébergement Amazon, à ce que j'en sais, le système des Québécois d'identité numérique est hébergé présentement sur un système AWS. Donc, est-ce que c'est des choses qu'on devrait repenser, de dire... Puis je pense qu'il me semble qu'au départ, c'était supposé d'être du développement interne, de l'hébergement interne. Puis là, il y a eu des décisions qui ont été changées. Puis je pense qu'il fallait que ça aille plus rapide. Donc, ça aussi, c'est un enjeu. Est-ce qu'on faut prendre des raccourcis pour aller plus rapidement? Donc, c'est tout ça qu'il faut penser pour être certain que ces données-là soient le maximum protégées puis qu'on soit les gardiens de ces données-là, que ce ne soit pas, on ne laisse pas des compagnies privées, souvent américaines, devenir les gardiens de nos données. Là, puis je trouve ça intéressant ce que vous dites. Puis je vais vous amener sur la question de la centralisation parce que vous l'avez abordée. Mais oui, effectivement, j'entends ce que vous dites. Ceci étant dit, l'opérateur est quand même le gouvernement du Québec et le propriétaire des systèmes est le gouvernement du Québec. Je comprends que la technologie n'est pas québécoise, là, mais... C'est important parce que ça empêche la délocalisation, là, qui est une crainte que les citoyens ont de dire, bon, bien, est-ce que le Cloud Act va faire en sorte que non, oubliez ça. Là. Je comprends que c'est comme on achète des serveurs, puis bon, bien, on n'en produit pas au Québec, en tout cas, où on en produit, mais bref, il va arriver qu'on va acheter une technologie qui n'est pas québécoise, mais l'opérateur, c'est le gouvernement du Québec. Et le nuage québécois est opéré par et pour le gouvernement du Québec et il va rester au gouvernement du Québec, au Québec. Ça, là-dessus, je pense qu'il faut être aussi apporter cette pression-là. Mais sur la centralisation, puis je suis content de vous avoir parce que moi, je dis depuis le début de la journée, puis on se dit, oui, mais là, on va centraliser nos renseignements personnels. Ça devient évidemment problématique au niveau de la sécurité. Ça fait en sorte que si on se fait hacker, le hacker va vraiment... c'est le poteau rose, là. C'est le Klondike. Mais la vérité, puis vous le savez mieux que moi même, c'est que des bases de données qui contiennent l'ensemble de nos renseignements personnels, ça se surmultiplie au gouvernement du Québec. Donc, ce que le projet de loi cherche à faire, c'est de dire, bien, on va éliminer cette pluralité de banques-là parce que c'est autant de surface d'attaque, c'est autant d'opportunités pour des hackers de se dire, bon, bien, ça n'a pas marché dans cette banque-là, je vais m'essayer avec l'autre, je vais m'essayer, puis à un moment donné, il va finir par en trouver une où ça va fonctionner. Vous voyez ça comment, en termes de sécurité, de se dire, bien, on va rassembler ces renseignements personnels-là à un seul endroit qui va devenir la source de tous les autres ministères qui vont devoir venir s'approvisionner à cette source-là, qui va être beaucoup plus facile à protéger, qui va éviter les doublons, qui va éviter, évidemment, les disparités d'informations sur un même individu dans les banques. Personnellement, je pense que c'est positif, mais j'aimerais vous entendre sur cette question-là. Bien, rapidement, je pourrais dire que ça a l'avantage de réduire les possibilités de désuétude, parce qu'il y en a beaucoup dans plusieurs différents systèmes, dans différents organismes. Je peux peut-être laisser de la place à d'autres, là, si vous voulez. Non. C'est très bon. Mais c'est ça, je pense qu'on voit quand même l'avantage de ça là, au niveau de la centralisation. Mais comme vous dites, le fait de centraliser, c'est toutes les données qui y passent. Là. Donc, il faut absolument que ça soit très bien sécurisé et très bien mis à jour régulièrement. Très bien. Monsieur le ministre. Bien, en fait, non, c'est le fun parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui me confirment qu'effectivement, le nuage gouvernemental va être sur un cloud privé, gouvernemental à 100 Interne. Interne, tout à fait. Donc, Profite pour saluer ceux qui nous écoutent. Oui, pour la plupart sont des membres de votre syndicat. Tout à fait. Vous m'avez déconcentré. J'étais parti sur un élan, puis... Oui, du nuage gouvernemental, de la transformation numérique. Où suis-je? Où vais-je? Parlez-moi 30 secondes là, pendant que je retrouve. Bien, donc, ça veut dire un nuage hébergé avec des technologies qui seraient possiblement moins
moins contraignante, là, où ce qu'on... Ah, c'est ça. Oui. Oui, merci. Parce qu'on... Et donc, parce en que fait, oui, allez-y. vous avez probablement vu qu'on a procédé à un plan de catégorisation, de classification de nos données, qui est mis en application par décret, qui va faire en sorte qu'on va être effectivement obligé, dans notre programme de consolidation des centres de traitement d'information, qui font qu'on envoie nos données en nuage, qui vont faire en sorte que les données, justement, là, c'était ça mon point, c'est que les données qui sont sensibles, les données qui sont stratégiques, devront être gardées dans le système infonuagique du gouvernement du Québec, justement pour éviter, notamment avec la pandémie, là, je vous dirais qu'on comprend encore plus à quel point c'est important pour un gouvernement de contrôler ses données stratégiques et ses données sensibles. Donc, vous voyez ça comment, cet exercice-là? Parce que je sais qu'il y a des réticences, on va se le dire, là, au niveau de nos ministères et organismes, là, d'aller vers ce programme-là. Est-ce que le fait d'avoir cette classification-là maintenant pourrait rassurer les professionnels, pourrait rassurer nos gens qui ont à aller de l'avant avec le programme de consolidation des centres de traitement d'information? Quand vous dites qu'il y a des réticences, ça ressemble à quoi? C'est qu'est-ce que... Là, je vais faire attention. Qui peuvent être les raisons? Ouais, député de Maurice Richard m'écoute, là. Disons que des réticences à se dire, est-ce que vraiment on devrait garder les données sur nos sites à nous, dans nos ministères on-premise, là, si vous passez l'expression, versus l'info nuagique, les avantages de l'info nuagique? Bien, il y a des avantages dans les deux, mais c'est certain, justement, que pour certains types de données, c'est préférable de garder ça à l'interne. Oui. Mais encore là, il faudrait essayer le plus possible d'éviter des technologies propriétaires qui nous rendent... qui nous mettent en lock-in, dépendants. Puis, je ne sais pas, je vous avais entendu parler de VMware. Oui, si j'en ai entendu parler. Avec des licences qui ont augmenté énormément. C'est ça. Alors, il faut trouver des alternatives. Mais c'est difficile. Merci, messieurs. On s'arrête ici. Et je cède la parole à la députée de Mont-Royal-Outremont. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous quatre et merci pour votre mémoire. Moi, je vais vous ramener vraiment aux facteurs clés de réussite que vous avez mis de l'avant dans votre mémoire. Je comprends là, que le ministre vous réponde que ce que vous soulevez ne relève pas de lui, relève de sa collègue au Conseil du Trésor, mais en tout cas, pour moi, c'est un projet important qui est mis de l'avant par le gouvernement. Il faut s'assurer que les conditions gagnantes soient réunies pour qu'on puisse le déployer de façon avantageuse et de façon à ce qu'on puisse susciter une adhésion maximale puis que les Québécois puissent en bénéficier pleinement. Donc, et vous avez directement ou par le biais de vos membres un regard interne. Est-ce que vous estimez qu'avec les ressources actuelles, on puisse y arriver? Les ressources internes actuelles, est-ce qu'on peut y arriver à un déploiement à succès? Il faut savoir qu'actuellement, je vous ai parlé de la sous-traitance qui, au minimum, coûte 2 fois plus cher partout, mais les données nous montrent que dans une grande partie des ministères et organismes gouvernementaux, à travers les années, c'est plus de la moitié des ressources en informatique qui sont des ressources externes. Et ça crée des enjeux de dépendance à la sous-traitante qu'on a soulevés, et c'est le résultat du manque d'attractivité, de compétitivité, de la rémunération des postes en TI. Alors, c'est pas pour rien qu'on l'a intégré de manière très importante dans notre mémoire. Plus tard, on va dépendre de la sous-traitance et qu'on ne réglera pas les enjeux d'attractivité, on ne réunit pas les conditions gagnantes pour que ces projets-là soient réalisés à l'interne, avec les avantages que ça a, en termes de coûts financiers, en termes de maintien, transfert d'expertise, en termes de contrôle des données. Voilà. Parce que la sous-traitance, ça finit par coûter très cher et peut-être que cet argent-là devrait être investi à l'interne vers l'embauche de nouvelles personnes, la bonne expertise qu'on pourrait attirer et retenir au sein du ministère. Oui, tout à fait. L'incohérence qu'on soulève, c'est pas nouveau, là. C'est un phénomène connu depuis longtemps. C'est comme si le budget de rémunération du personnel et le budget de sous-traitance, c'était deux choses complètement séparées puis qu'il n'y avait aucun lien entre les deux. Ce qu'on dit, c'est que ça coûte plus cher de sous-traiter. On a annoncé un gel d'embauche dans l'appareil public et tous les secteurs sont touchés, là, pas juste au sein des ministères et organismes, mais on n'a pas vu de réduction des budgets de sous-traitance puis de la dépendance à celle-ci.
qui serait pourtant en cohérence importante avec les orientations gouvernementales de réduction du déficit budgétaire. Est-ce que vous pensez qu'on devrait freiner là, l'arrivée de ce projet-là, tant qu'on n'a pas les ressources à l'interne, ou vous n'iriez pas jusqu'à dire ça? Je pense qu'on n'a pas les connaissances fines pour aller jusqu'à dire ça. Mais ce que je comprends, c'est qu'actuellement, on pallie avec les ressources externes et ça coûte Ça coûte plus cher, on palie avec des ressources externes. Les taux de postes vacants, particulièrement en technologie d'information, dans tous les secteurs d'expertise de TI, sont plus élevés qu'ailleurs et sont en augmentation. Qu'est-ce qui fait que les jeunes cerveaux ou autres ne viennent pas vers le ministère? Est-ce que c'est vraiment juste une question de rémunération? Est-ce qu'on n'utilise pas les bons critères? Est-ce qu'on se limite trop à des gens qui ont un certain diplôme? Elle est où la problématique, selon vous? Peut-être que mon collègue voudra compléter. Vous aurez compris que je ne suis pas le spécialiste en TI, mais il y a un enjeu de rémunération important, peu importe de quelle manière on le compare, qu'on tourne la question. La rémunération globale en technologie de l'information n'est pas compétitive au sein de la fonction publique québécoise. Maintenant, sur les autres critères, je ne sais pas si tu as un enjeu spécifique. Là, il y a des enjeux de formation là, aussi. Là, on continue? C'est souvent maintenant, là, on a mis... il y a un projet de loi il y a une loi qui est sortie dans la fonction publique, entre autres, là, qui empêche les gens qui n'ont pas de baccalauréat de devenir analystes. Puis déjà, les salaires d'analystes sont plus bas que ce qu'on peut retrouver au privé. Donc, les gens qui pourraient qui pourraient commencer technicien, donc moi, j'ai fait partie. J'ai commencé comme technicien, je suis devenu analyste éventuellement. Ça ne fonctionne plus. Donc, ils vont juste passer au privé. Ils vont devenir sous-traitants pour être capables d'avoir des salaires équivalents et même plus qu'analystes. Donc, ça peut être une des raisons là, que c'est difficile de les attirer. Puis, il faut dire qu'aussi qu'en informatique, les gens sont beaucoup autodidactes. Là. Ils n'ont pas nécessairement beaucoup de diplômes. Puis, même s'ils ont un diplôme, le diplôme devient désuet très rapidement. Donc, c'est comme si c'était un critère qui était pas nécessaire là, pour les gens en informatique. Là. Donc, vous diriez que le gouvernement se prive des meilleurs talents? Oui, bien, nécessairement. En limitant à des diplômes. Et une des voies de passage qu'on voit et qu'on identifie, c'est une refonte de la classification. C'est d'ailleurs un projet important là, de la stratégie de gestion des ressources humaines du Conseil du Trésor. C'est un plan quinquennal 2003-2028. C'est une refonte complète de la classification des emplois qui date de Mathusalem. Alors, la classe d'emploi actuellement des analystes en informatique, il y a de tout qui se retrouve dans ça. Ça ne permet pas d'identifier les spécificités, de faire une réelle analyse du niveau de complexité de certains emplois par rapport à d'autres et de se doter d'échelles salariales en conséquence. Dans le fond, c'est une classification pour l'instant qui est autant pour les postes administratifs qu'informatiques. Puis maintenant, il y a plein de postes en informatique, mais tout est recoupé dans un seul type de classification qu'on appelle 108, là, comme analyste informatique et administratif. Puis on peut voir dans différentes autres organisations, on divise, on a des analystes, mais on a aussi des conseillers en architecture informatique, des chargés de projet informatique. Les postes en informatique, là, il peut y en avoir là, des dizaines et des dizaines. OK, donc là, si je simplifie, on essaie de se mettre vraiment au goût du jour puis offrir le meilleur des technologies aux citoyens. C'est une intention qui est louable de la part du gouvernement, mais le gouvernement n'est pas équipé à l'interne du tout là, pour mener ce projet-là à bien, à l'interne. Équipé en partie, mais on identifie des lacunes puis une voie de passage, hein, parce qu'on a une convention collective en vigueur jusqu'en 2028, mais c'est de travailler une refonte complète de la classification des emplois de la fonction publique, ce qui permettrait, dans certains domaines où on identifie des lacunes, de se mettre à jour sur les conditions de rémunération. Et c'est quoi les domaines qu'il faudrait traiter en priorité pour pouvoir mener à bien le projet de l'identité numérique nationale? Vous voulez dire des domaines plus précis à l'intérieur des technologies de l'information? Mais qu'est-ce qui manque exactement comme expertise de façon prioritaire là, par rapport au projet de loi qu'on il y a des membres qui nous l'ont dit, c'est les développeurs. C'est beaucoup des développeurs qu'on a besoin, là, des développeurs expérimentés seniors, là, c'est des postes qui vont avoir beaucoup mieux qui sont très bons là, en allant au privé que rester à l'interne. OK, donc, le problème que là, on va perpétuer une problématique de dépendre de cette expertise à l'externe. On ne l'a pas à l'interne et ça coûte très cher. Et dès qu'il y a des problématiques, il faut continuer de recourir à l'externe. Oui. Exact. Puis on recourt beaucoup à l'externe aussi parce qu'on utilise des logiciels qui nécessitent
d'avoir besoin d'experts à l'externe. Si on parle de SAGIR, par exemple, là, on s'est basé sur des systèmes Oracle pour qu'on puisse développer à l'intérieur. Ça nous prend des spécialistes, des super spécialistes Oracle qui peuvent... Écoutez, qu'on a déjà vu des articles à plus de 2000 par jour. Là, c'est dans le temps. Là, ça fait que ça est encore plus haut que ça maintenant. Merci. En tout cas, on en va encourager le ministre à parler à ses collègues et je pense que ça pourrait l'aider aussi à livrer des projets avec tout le succès qu'on lui souhaite. Vraiment. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai encore un peu de temps, M. le Président? 4 minutes, chers collègues. OK. On a un petit peu plus loin dans votre mémoire, à la page 8, là, il y a une référence spécifique à, encore une fois, à cette dépendance à des systèmes d'exploitation privés pour ne pas nommer Microsoft, le rendant vulnérable à des pannes majeures qui affecteraient l'ensemble des activités gouvernementales. J'aimerais vous entendre un petit peu plus en détail sur cet élément-là de votre mémoire, s'il vous plaît. Je continue. Bien, on le sait, on utilise presque tous, probablement qu'à l'Assemblée, c'est la même chose, là, des systèmes basés sur Microsoft. On a tous sur nos postes de travail des systèmes d'exploitation Windows. Puis on a vu dernièrement qu'il y a eu une grosse faille par rapport à une mise à jour d'un système antivirus qui a fait que plein d'ordinateurs qui ont tombé, plein de serveurs, etc. C'est quelque chose qui ne serait pas obligatoire. Il y a des alternatives. On peut penser à des systèmes... On parlait de logiciels libres, là. Bien, il y a des logiciels libres qui sont des systèmes d'exploitation. Moi-même, quand j'ai déjà travaillé au centre d'expertise en logiciel libre, c'est un centre d'expertise qui avait été construit justement pour amener ces alternatives-là. Il y a eu des exemples à certains endroits que je pense qu'entre autres le cégep de Rimouski, me semble, là, qui avait déjà décidé de monter des systèmes en Linux puis à utiliser des suites Office aussi en logiciel libre. Ça nous rend moins dépendants d'une seule compagnie. Puis là, imaginez Office 365, dont j'ai parlé tantôt d'un système d'hyperviseur, là, VMware, c'est là où on héberge plusieurs serveurs, mais Office 365, on l'utilise tous. Si Microsoft décidait de monter sa facture de x10, là, je ne sais pas, comme il veut, on est très dépendant. Ça serait très difficile de s'en retirer maintenant. C'est un peu ça, là, dans le fond. Puis c'est ça que nos membres nous ont dit aussi, c'est qu'on est dépendant, on devient dépendant des compagnies en plus américaines. Là, on dit... on critique Amazon, mais ça pourrait être quelque chose qui arrive aussi avec Microsoft, là. En effet, est-ce que vous croyez qu'on a donc toute l'expertise au Québec? Évidemment, on la souhaite à l'interne, mais là, c'est encore pire si on ne bénéficie pas de l'expertise québécoise. Mais exactement. Mais c'est sûr. Mais là, c'est des logiciels qui sont américains, mais on pourrait avoir une expertise, on pourrait se monter une expertise. Puis il y a des compagnies, il y a des entreprises qui se spécialisent aussi dans ces systèmes d'exploitation-là, qui sont plus dits libres. Il y a aussi beaucoup d'exemples là, en Europe par rapport à ça. Donc, on pourrait dire qu'on a le bras dans l'engrenage, solidement dans l'engrenage avec Microsoft. Bien, c'est un risque. Puis même juste les logiciels pour faire nos impôts, on n'a aucun logiciel québécois pour faire nos propres impôts. C'est des logiciels qui viennent de compagnies américaines ou canadiennes, mais on n'a pas de logiciel québécois. Comment ça qu'on ne peut même pas avoir des logiciels pour faire nos propres impôts qui ne sont pas construits au Québec? Merci. Si j'ai le temps pour une dernière question. 30 secondes. Juste élaborer sur... vous avez mentionné les centres de services scolaires, en particulier en éducation, qui constituent un bel exemple d'organismes publics qui gèrent beaucoup de données personnelles avec peu de moyens. J'aimerais ça vous entendre élaborer un peu plus là-dessus. Ça permet peut-être juste de répondre à une préoccupation. Je pense que le ministre énonçait tout à l'heure, peut y avoir de la réticence, puis de la réticence chez des plus gros organismes qui ont des gros moyens en TI, qui gèrent déjà énormément de données personnelles. Et c'est pour nous un moyen de concrétiser la valeur ajoutée de ce projet-là en offrant, dans un premier temps, les services de gestion de données à des organismes qui ont moins de moyens, mais qui pourtant gèrent des données qui sont extrêmement sensibles et à risque. Merci beaucoup. Et je cède donc la parole à notre collègue de Maurice Richard, qui dispose de 4 minutes. Merci beaucoup. Nous aussi, on va parler des questions de rémunération.
D'ailleurs, j'informe tout de suite le ministre que nous allons déposer une demande pour que la ministre en charge du Conseil de Trésor soit invitée à notre commission. J'espère qu'il l'acceptera dans un objectif de faire avancer tout ceci. C'est un sujet qui je connais plutôt bien pour avoir participé à vraiment beaucoup de projets informatiques dans ma vie. Et je voudrais que les gens qui nous écoutent comprennent. Je ne connais pas votre réalité, mais je suis prêt à parier sur ce que je vais dire. Bon, la première, c'est de dire, bon, il y a des prestataires de services. En moyenne, est-ce qu'il y en a qui restent 2, 3, 4 ans? Est-ce qu'il y a des gens qui sont des prestataires de services vraiment longtemps chez vous? Presque permanent, oui. Plus de 10 ans, 15 ans. 20 ans. Oui. On voit même supplémenter des ressources externes qui sont là depuis tellement longtemps qu'elles apparaissent dans les organigrammes des ministères et organismes. Alors quand on valide réellement, ces gens-là ne sont pas des employés au titre de la loi sur la fonction publique. Puis on s'entend, on dit prestation de service, mais ça ressemble énormément à des prestations de travail. Énormément. Je voulais juste... Ouais, je vais parier sur plusieurs choses. Je sens que je vais avoir raison plusieurs fois. La deuxième, c'est... Alors, peut-être que vous ne savez pas l'information, mais quel est le pourcentage de rémunération de plus qu'un prestataire de service reçoit? Est-ce que vous avez une idée? En moyenne, un développeur, par exemple, en moyenne, combien est payé un développeur permanent? De manière générale, la sous-traitance coûte au moins 2 fois plus cher. Je l'ai dit, je le réitère, mais ça peut être plus. De multiples. Ce que la personne reçoit, ça va dépendre du type de contrat. C'est pas ça qui nous intéresse. Là, ce que le ministère paye, c'est de l'ordre de 50, 60, voire 100% plus cher pour la même ressource. C'est au moins 100% plus cher de manière générale. Qui peut quitter Et pour à tout des moment. ressources, pour des ressources qui peuvent quitter à tout moment, mais qui peuvent aussi rester 10 ans de suite. Donc, on paye 100% de plus pendant 10 ans de suite. Parce que je veux vraiment que les gens qui nous écoutent comprennent le non-sens là que c'est. Et là, vous avez parlé de gel des embauches. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir compris. Par rapport aux postes qui sont ouverts, est-ce que ça veut dire que même le 8 à 17%, je ne me rappelle plus des chiffres, qui sont ouverts actuellement, c'est-à-dire qu'on n'embauche plus ou on embauche encore? Normalement, on n'embauche plus. Puis je veux... Mon Dieu. C'est pas nouveau qu'on dénonce le recours excessif à la sous-traitance. C'est récurrent. Par contre, je veux préciser qu'il y a des moments pour l'expertise pointue où c'est nécessaire 100%. pour un surcroît de travail ponctuel. Mais quand ça dure dans le temps, on 100%. se trouve à créer finalement une certaine fonction publique parallèle qui échappe peut-être au contrôle des parlementaires. Dépendance. Ce qu'on veut, c'est essayer de récupérer le plus possible de l'expertise pointue puis de l'amener à l'interne, mais on dirait qu'à un moment donné, on devient juste dépendant de ressources externes, puis c'est juste cette personne-là qui a l'expertise, puis on... 100%. Et je rajouterais qu'en moyenne, 80% du coût d'un projet, en fait, est sur la durée de vie du projet, donc pas à la livraison, mais après. Vous avez parlé de s'agir, je crois, probablement qu'on a dépassé les 80% depuis longtemps. Et évidemment, on se retrouve dans une situation où on peut avoir l'inverse, c'est-à-dire tous les consultants qui partent au moment de la livraison et que du coup la maintenance soit terriblement difficile au lendemain. Là. Est-ce que vous avez vécu ce genre de risque en fait associé au départ des gens? S'il vous plaît. Mais plus longuement quand même. Ben, moi, ce que je peux dire, c'est que j'ai déjà vu ça, là, entre autres, pour s'agir, justement. Avant, toute l'exploitation, l'infrastructure était gérée par une compagnie externe, je pense que c'était CGI. Puis, à un moment donné, ben, on l'a laissé, puis on l'a repris ça à l'interne. Tout le côté relève, etc., là, il a fallu refaire l'expertise à l'interne. Voilà. Merci beaucoup. Messieurs, ce fut fort intéressant, très instructif. À nouveau, merci pour votre précieuse présence.